Bonsoir Frédéric Bellot, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'avocat de Laurent Vinatier, avocat également du basketteur russe qui a été donc échangé pour sa libération. Votre toute première réaction, alors qu'on va revoir encore et encore les images de la libération qui ont été diffusées et retransmises par l'agence de presse TASS, ça aussi ça s'analyse, faire et faire savoir, mais d'abord, comment va-t-il ? Écoutez, il va très bien. Il est au Quai d'Orsay, il a retrouvé ses parents. C'est un immense soulagement, comme vous pouvez l'imaginer, pour sa famille. Laurent Vinatier risquait jusqu'à 20 ans de prison pour espionnage. Ses parents craignaient de ne jamais le revoir parce que ses parents ne sont pas tout jeunes, c'est pas leur faire offense que de dire cela. Ils ont plus de 70 ans et donc pour ses parents, une condamnation pour espionnage à 20 ans, c'était ne plus jamais revoir Laurent Vinatier de toute leur vie. Donc pour eux, vous pouvez imaginer, c'est un immense moment de bonheur. Quand avez-vous appris la libération ? Cet après-midi. J'ai appris ce matin très tôt que notre client, Daniil Kazatkin, avait été libéré à 3h du matin cette nuit, qu'il était parti en Russie. Je me suis entretenu avec lui au téléphone et je ne vous cache pas que j'avais espoir que Laurent Vinatier soit échangé avec lui. Ce sont des dossiers qui sont totalement différents, mais il s'agit de deux personnes qui ont des nationalités qui faisaient qu'un échange était possible. Alors, on a le temps, c'est ça qui est bien, c'est précieux. On va essayer de tout démêler, de tout comprendre, mais vous imaginez bien que ça interpelle pas mal de nos téléspectateurs, certainement, de savoir que vous étiez à la fois, et que vous êtes à la fois avocat du Français emprisonné et du Russe libéré. Comment est-ce possible ? Et ensuite, j'aurai d'autres questions, vous verrez. Mais d'abord, expliquez-nous. Comment vous pouvez être avocat des deux à la fois ? Eh bien, écoutez, ça s'est fait de la manière suivante. Laurent Vinatier, ce sont ses parents qui sont venus me voir. Au début du mois d'août, nous sommes rentrés en contact. Nous avons été mis en relation par un journaliste du Monde, Benjamin Quenel, qui est un ami, qui sait que je m'étais déjà occupé par le passé d'un échange entre un client, Alexander Vinik, et Mark Fogel, qui était un enseignant américain détenu en Russie. Et ses parents sont venus me voir, tout simplement pour voir si éventuellement je pouvais aider à la situation. Parce que dès le début, il était clair dans plusieurs esprits que vous pouviez être l'homme d'un échange, de cet échange. Écoutez, ça c'est me faire beaucoup trop d'honneur. Je ne suis qu'un simple avocat et j'ai une certaine expérience en la matière. Je suis ce genre de dossier depuis longtemps. Je sais que ce sont des dossiers extrêmement difficiles. Ce n'est pas l'avocat qui décide. L'avocat ne fait que porter la voix de ses clients et c'est ensuite aux autorités de chacun des pays de prendre leurs responsabilités et de voir si un échange peut être possible entre ces personnes. Mais nous proposons, c'est eux qui décident. Mais il y avait un moment maintenant, du coup, que cette question de l'échange était sur la table, que des discussions avaient commencé en disant Laurent Vinatier contre ce basketteur russe que vous représentez également ? Je n'en étais pas au courant. Et depuis quand êtes-vous l'avocat de ce basketteur ? Alors je suis son avocat depuis le mois de juin 2025 de cette année. Il a été arrêté dans le cadre d'un mandat d'arrêt américain. Une demande d'arrestation provisoire d'abord a été émise, puis complétée par un mandat d'arrêt américain. Nous sommes battus devant la Chambre de l'instruction pour faire valoir son innocence et pour qu'il ne soit pas extradé aux États-Unis, parce que Daniil Kazatkin est un simple basketteur professionnel qui joue au basket et c'est pas un informaticien. Et il avait acheté un ordinateur d'occasion qui a été utilisé à son insu par des hackers et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans une sale histoire. Alors maître, encore une fois, je le disais, on a le temps, c'est bien, c'est précieux, prenons-le. On prend la direction du Quai d'Orsay, parce que vous le disiez, il y a quelques instants, Laurent Vinatier était avec ses parents au Quai d'Orsay, avec le ministre des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Jordan Olivier, d'être en direct avec nous, avec Gaspard Bunel. Dites-nous, la rencontre s'est terminée. Que vous dit-on du côté du Quai d'Orsay ? Quelles sont les toutes dernières informations ? Oui, l'entretien entre Laurent Vinatier et Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, vient de se terminer il y a quelques instants. Un entretien qui aura duré un peu moins d'une heure avec la famille également de Laurent Vinatier qui était présent, ses deux parents évidemment, et on peut imaginer très simplement la joie qu'ils ont eue de retrouver leur fils qui était détenu depuis 1 an et demi, depuis juin 2024, et donc qui est désormais libre sur le sol français. Il va désormais quitter très certainement dans quelques instants le Quai d'Orsay pour retrouver ses proches, sa famille un peu plus élargie, et donc profiter de cette toute nouvelle liberté, puisque désormais, vous le savez, Laurent Vinatier est donc sur le sol français et libre.
Merci beaucoup, Jordan Olivier, Gaspard Bunel depuis le Quai d'Orsay. Je vous l'ai dit, vous le voyez depuis tout à l'heure, les images, il faut les analyser. Le seul fait que ces images existent, qu'elles soient diffusées à ce point si facilement par l'agence de presse Rustas, c'est une information en soi. On va s'arrêter sur ces images et sur les faits avec Margot Haddad avant de revenir vers vous, maître. Alors, Margot, revenons sur les images de la Libération. Tout a été filmé, tout a été diffusé. Tout est scénarisé surtout, Amélie. C'est le but de la propagande russe. C'est fait régulièrement sur les chaînes de télévision russes. Et là, on le voit, Laurent Vinatier, à qui on annonce devant la cellule sa libération. On le conduit ensuite en dehors de cette prison vers une voiture où il est filmé là aussi comme un passager, comme un homme libre. C'est important pour la Russie de montrer ces images-là, direction Paris et le Quai d'Orsay. Mais élément important de l'histoire, cette libération est due à un échange de prisonniers. Et cet homme, cet échange, vous le voyez, c'est Danil Kazatkin, le basketteur russe dont on parlait à l'instant, détenu en France. Il est déjà de retour à Moscou, alors que sa prochaine destination devait être en fait les États-Unis d'Amérique, car il aurait fait partie, selon eux, d'un réseau de hackers et que la France avait émis un avis favorable pour son extradition. Donc ça, c'est important. À la base, il devait être extradé vers les États-Unis. Finalement, ce sera Moscou. On va se demander dans quelques instants si les États-Unis ont joué ou non un rôle dans tout cela ces dernières heures, ces derniers jours. Mais il faut rappeler Laurent Vinatier. Qui est-il, ce Français emprisonné ? Laurent Vinatier a été arrêté en juin 2024 en Russie, puis condamné à 3 ans de prison dans un premier temps. Sa faute, ne pas s'être enregistré comme un agent de l'étranger, car Laurent Vinatier était un simple chercheur. Il est spécialiste de l'espace post-soviétique pour le compte d'une ONG suisse médiatrice de conflits. Mais en août dernier, son sort s'était aggravé en l'accusant d'espionnage. Et ça, c'est un crime passible de plus de 20 ans de prison en Russie, d'où l'inquiétude grandissante du Quai d'Orsay ces derniers mois. Merci beaucoup, Margot Haddad. Maître, encore une fois, je le rappelle, vous nous réservez sur LCI votre première réaction à la télévision. Que sait-on des conditions de détention ces dernières semaines, ces derniers mois de Laurent Vinatier ? Écoutez, elles étaient correctes. C'était des conditions de détention comme on est en prison. C'est-à-dire, vous êtes bloqué dans vos mouvements. Il n'avait pratiquement pas d'échange avec l'extérieur, à part avec le représentant français du consulat, puisque nous n'avons pas de consul actuellement en Russie. C'est donc le délégué, un représentant permanent, qui rend visite à Laurent Vinatier, le consul qui était jusqu'à présent à Moscou étant rentré en France. Il avait la visite de son avocat russe, qui a fait un travail très, très important et un travail difficile. Et en tant qu'avocat, j'apprécie tous les efforts qu'il a pu faire pour défendre Laurent Vinatier, parce que il n'avait pas le droit de communiquer hors de la cellule à propos de la situation de Laurent Vinatier. Il n'avait pas accès au dossier pénal, qui était secret, qui était confidentiel. Donc il ne pouvait que dire et échanger le minimum. Vous avez parlé avec lui ces dernières heures. Oui, oui. Vous avez appris, vous nous l'avez dit au tout début de l'intervention, que vous avez appris sa libération dans l'après-midi. Donc c'est allé très vite vous concernant. Mais lui, comment ça s'est passé ces toutes dernières heures ? Quand l'a-t-il appris, et que s'est-il passé ? Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Alors je n'ai pas les détails, je ne vais pas inventer, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu un échange qui a eu lieu, qui s'est fait dans la nuit, puisque Danil Kazatkin, à 3h du matin, a été réveillé par des agents français qui l'ont amené à l'aéroport, qui l'ont amené en avion. Et de ce que je comprends en voyant les images que vous présentez en exclusivité sur votre chaîne, il y a eu un échange à ce moment-là au pied de l'avion, de ce que je comprends, avec le même avion français qui est reparti en sens inverse avec Laurent Vinatier. Alors, donc ça s'est fait, j'imagine, au petit matin en Russie, le temps qu'il arrive à Paris. Et ses parents ont été ensuite appelés au Quai d'Orsay et c'est là où ils ont rencontré Laurent. On reste ensemble encore un tout petit peu, si vous le voulez bien, maître. Mais je voudrais aussi entendre nos amis et spécialistes autour de la table. Geste fort de Poutine, est-ce que ça peut être résumé de manière si simple quand tout se paye si cher avec lui ?
C'est toujours extrêmement difficile à interpréter. Il s'agit peut-être de considérer qu'il y a peut-être un moment faible pour la Russie en ce moment, pour Vladimir Poutine, qu'il y a un moment faible notamment dans ses relations avec les États-Unis et que c'est peut-être le moment de lâcher un peu de lest et faire peut-être une ouverture vers les Européens, vers la France en particulier. Mais il y a un contexte qui est quand même très difficile à analyser parce que dans les toutes dernières heures, dans le même temps, les Russes nous ont menacés à nouveau. Parce qu'il y a eu la coalition des volontaires, parce qu'on a décidé de garantie de sécurité. Et les Russes ont lancé à nous, aux Européens, un avertissement clair. Toute présence militaire occidentale en Ukraine serait considérée comme une cible légitime. Donc ils nous menacent très vivement, mais par ailleurs, il y a ce geste, voilà. Ce geste, ou alors s'agissait-il d'une opportunité, peut-être avant que ce basketteur soit effectivement transféré aux États-Unis, c'était peut-être le moment choisi pour pouvoir le récupérer. Mais encore une fois, c'est extrêmement difficile de connaître les motivations qui ne seront jamais exposées par Vladimir Poutine. Mais voilà, donc c'est un geste, incontestablement, c'est un geste. Bon, voilà, donc peut-être, voilà, veut recréer peut-être une forme de lien. Alors, ça n'empêche pas les menaces de lâcher. On souffle un peu le chaud et le froid. Bon, ça fait partie du jeu diplomatique. Même question, pourquoi le faire ? Pourquoi le fait-il, Poutine ? Parce que ces derniers temps, et encore plus, il y a une volonté d'inversement du narratif russe sur tout ce qui est droit international pour dire aux pays qui les soutiennent, surtout les pays des BRICS, nous, vous voyez, nous respectons le droit international, nous faisons des échanges de prisonniers, nous ne voulons pas la guerre, eux veulent envoyer des troupes en Ukraine, et nous voulons simplement ce qui nous revient de droit, c'est-à-dire le retour à la Grande Russie. Et ce narratif-là plaît à beaucoup de grandes puissances sur l'international, parlant de la Chine, qui les écoutent, qui voient en la Russie un discours qui serait d'une certaine manière compréhensible ou entendable du côté européen. Et quand il les menace, il menace les Européens, il ne menace pas la France. Parce que la France peut redevenir un interlocuteur alors que le discours avec les États-Unis est un peu tendu ces derniers temps. Alors on garde tout ça en tête, c'est important. Je levais le doigt parce qu'il y a Jérôme Garraud qui vient à l'instant de descendre de son avion. Il revient de Moscou. Jérôme, merci beaucoup d'être avec nous en direct. Vous avez vraiment fait aussi vite que vous le pouviez. On le rappelle. Salut à vous, Jérôme Garraud. On le rappelle et on était en direct ensemble ce jour-là, le 24 décembre dernier. C'est vous que Peskov avait appelé en direct pour dire on est prêt à discuter. Et avant ça, c'est vous, on le voit sur les images, c'est vous qui, lors de la grande conférence de presse annuelle de Poutine, avez interpellé les yeux dans les yeux le patron du Kremlin pour revenir sur la situation de Laurent Vignatier. On va regarder cette séquence parce qu'elle est importante et c'est potentiellement un tournant même que vous avez créé, Jérôme Garraud. On la regardera dans quelques instants. Mais vous, qui avez suivi cette affaire dès le premier jour, vous avez suivi les parents, la famille. Comment vous réagissez ? Comment vous regardez cette annonce ? Comme la famille, comme tout le monde, j'étais très soulagé. Alors ce matin, j'étais encore à Moscou. J'ai eu quelques échos de certaines sources selon lesquelles ça pourrait se faire aujourd'hui. Et là, donc, je suis arrivé à Istanbul. Ensuite, j'ai repris un vol Istanbul-Paris. Désolé, je suis un peu fatigué parce que j'ai pas beaucoup dormi. Et dans le vol, j'avais le Wi-Fi dans le vol et j'ai vu l'annonce officielle. Donc là, évidemment, vous avez le cœur qui bat très fort, forcément. On reste ensemble, Jérôme Garraud. Je voudrais qu'on voit, je le promettais, cette séquence. Grande conférence de presse annuelle de Poutine, vous l'interpellez, mais c'est plus qu'une question, vous échangez avec Poutine et vous ne lâchez rien sur le sujet, sur le dossier Laurent Vignatier. Regardez. Mr. President, one of my compatriots, the Frenchman Laurent Un de mes compatriotes, le Français Laurent Vignatier, a été condamné à 3 ans de prison pour infraction administrative. Sa famille peut-elle espérer une grâce présidentielle ou un échange et son retour en France ? Merci. Vous savez, je ne sais rien de cette affaire. C'est la première fois que j'en entends parler, mais je vous promets d'enquêter sur cette affaire. Et s'il y a la moindre chance de régler cette affaire de manière positive, et si la loi russe le permet, nous ferons tout notre possible pour que cela se produise. Avant de revenir vers vous, Jérôme Garraud, juste maître, c'est un tournant, c'est bel et bien un tournant, le moment où Jérôme Garraud interroge Vladimir Poutine, qui, on le verra, fait semblant de ne pas connaître le dossier, d'accord ? Mais c'est le tournant, potentiellement ? Je pense que c'est un des moments les plus importants publics dans le cadre des discussions autour de la personne de Laurent Vignatier. Je pense que interroger
le maître du Kremlin, le président Poutine, devant tous les journalistes russes qui sont au grand complet sur le cas d'un Français qui est détenu en Russie, c'est mettre une lumière extrêmement forte sur ce sujet. Je pense que ça rend le sujet difficilement contournable, puisque c'est à la vue de tous, et que le rôle de Jérôme Garreau est, à mon sens, pour connaître un peu l'affaire, absolument remarquable. Alors Jérôme Garreau, on va le retrouver dans quelques instants, puisque vous voyez, il débarque à peine de l'avion, donc en termes de logistique, on a fait plus facile. Je pense qu'il a dormi 2 heures à tout casser. Jérôme, on se retrouve dans un instant, bien sûr, mais donc votre regard, votre analyse, Samantha de Bendern, je crois que vous avez une question après Guillaume, mais Samantha de Bendern, votre analyse, votre regard. Alors je réagis un petit peu à vif là parce que ce sont des nouvelles informations. Je me demande quel est le rôle des États-Unis. Je ne sais pas si vous le connaissez, Maître Bello, mais moi je vois 2 possibilités là. C'est que les États-Unis aient décidé on lâche Kazatkin, on le laisse partir en Russie, ou qu'au contraire les Russes, étant fâchés en ce moment avec les États-Unis, ou en tout cas font vraiment semblant de l'être, se sont dit cet homme qui est voulu aux États-Unis pour de la cybercriminalité, eh bien nous on va le reprendre chez nous parce que c'est notre homme. Qu'il soit innocent ou pas, je crois que c'est pas ça la question qui se pose. Ce serait pourquoi est-ce qu'il est parti en Russie et pas aux États-Unis? Pourquoi les Russes ont-ils accepté d'échanger Laurent Vinatier pour ce basketteur? Donc ça, il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas si vous avez des réponses à ces questions. Et puis. Et l'autre question, c'est... Pardon, je peux me permettre, Samantha, parce que Jérôme s'est reconnecté avec nous. C'est pas facile pour lui, donc vraiment, je le fais pas attendre. Jérôme Garreau, quand vous avez posé la question à Vladimir Poutine, quand vous avez été appelé quelques jours après par Peskov directement, vous lui avez parlé à Dmitri Peskov. Qu'avez-vous compris de ce qui était en train de se passer, des tractations, des enjeux diplomatiques? Alors moi j'étais chez moi à ce moment-là, j'étais revenu en France pour les congés de Noël et j'étais très surpris d'avoir un appel du Kremlin et, aussi vite. Et Dmitri Peskov m'a dit dans la conversation, Vladimir Poutine me demande de vous transmettre la réponse à la question que vous aviez posée quelques jours auparavant. Donc on avait l'impression quand même que ça s'accélérait et que ça allait vite. Après, toute la question jusqu'à aujourd'hui, c'était de savoir quelle était la contrepartie. Est-ce qu'il s'agissait de quelque chose d'inacceptable pour la France ou pas? Donc aujourd'hui, on en sait plus. On reste ensemble, Jérôme, si vous le pouvez, bien sûr. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de questions. Guillaume, vos questions également. Oui, parce que mon point pour Maître Bello, compléter la question de Samantha. Effectivement, on dit c'est un signe de défiance, entre guillemets, de la Russie par rapport aux États-Unis. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un signe de défiance de la France par rapport aux États-Unis? Parce que, à ma connaissance, il existe une convention d'extradition entre les 2 pays. Donc, théoriquement, le basketteur, il n'aurait pas dû retourner à Moscou. Il aurait dû repartir aux États-Unis, non? Si les États-Unis l'avaient demandé. Écoutez, je ne sais pas, c'est une excellente question. C'est un peu le nœud, le cœur du sujet au plan juridique. Je ne sais pas si on peut parler de défiance. Pour connaître un peu ce genre d'affaires, j'y vois plutôt une marque de coopération, puisque vous avez d'un côté les États-Unis d'Amérique qui ont fait une demande d'extradition à la France. La France a répondu favorablement en arrêtant temporairement Daniil Kazatkin sur le territoire français alors qu'il était en voyage vers la Croatie, donc le mettant en détention. Ensuite, il a été présenté à la Chambre de l'instruction. Il y a, sans entrer dans le détail de l'affaire, un certain nombre de délais qui n'ont pas forcément été très respectés de la part de la Chambre de l'instruction. Nous avons ferraillé avec mon client devant cette chambre pour faire entendre le droit dans le cadre de la Convention franco-américaine, et on a eu le sentiment de ne pas forcément avoir été entendu au point que la Chambre de l'instruction a rendu un avis qui est favorable. Bon, alors étant son avocat, je me permets de le commenter et de vous donner mon avis. Ensuite, on rentre dans une partie qui est plus politique, puisqu'il s'agit, une fois que la Chambre de l'instruction a rendu un avis qui ne lie pas le gouvernement, le dossier est transmis au Premier ministre et il doit rendre un décret, qui est un décret d'extradition contresigné
par le ministre de la Justice. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une décision. On peut d'envoyer, qui peut être attaqué par un pourvoi en cassation. Ce qui n'a pas été le cas, pour les raisons que vous comprenez, puisqu'il a été renvoyé en Russie. Après, j'ai du mal à imaginer que les autorités françaises aient pris une décision de renvoyer Danil Kazatkin en Russie sans avoir averti et obtenu l'accord des autorités américaines. Ça me paraîtrait personnellement extrêmement difficile. En effet, on va s'arrêter sur ce point, le rôle des États-Unis, mais avant, je dois retourner voir Jérôme Garraud parce qu'il doit après nous quitter. Jérôme, comment analysez-vous, vous, qui êtes correspondant en Russie depuis le début de la guerre, ce geste, entre guillemets, pour certains, de Poutine? Écoutez, je ne suis pas dans les arcanes du pouvoir russe, donc je ne peux pas dire précisément, mais mon intuition, c'est que tout s'est bien télescopé en réalité. Vous aviez le matin même Emmanuel Macron, ou la veille, qui avait dit qu'il était prêt à reparler à Vladimir Poutine. Le Kremlin s'est empressé de dire qu'ils étaient partants pour reparler avec l'Élysée, et on a eu un petit ping-pong comme ça entre la France et la Russie. En Europe, parmi les pays en tout cas qui veulent envoyer des troupes, Vladimir Poutine ne va sans doute pas parler aux Allemands ni aux Anglais. Donc déjà, par élimination, c'est plutôt Emmanuel Macron qui aujourd'hui est le mieux placé pour avoir un échange. Sans doute que cette libération fait partie du package, si je puis dire. Oh, merci Jérôme Garraud, toujours aussi précieux. Merci à vous. Bon débarquement, je ne sais pas comment le dire. Bon retour sur notre sol français. Et donc, intéressant, l'intervention au nom des États-Unis. Il devait être extradé aux États-Unis, direction Moscou. On imagine que peut-être il y a eu aussi accord avec les États-Unis qui ont accepté de prendre leur part en disant on renonce pour pouvoir délier cette situation. Le timing est extrêmement intéressant et à mon avis primordial dans cette affaire. À quel moment la France allait-elle devoir remettre Kazatkin aux États-Unis? Est-ce que les Russes pouvaient se permettre de perdre encore du temps sur cette affaire? Et grosso modo, derrière ça, quelle valeur a Danil Kazatkin pour le Kremlin? Visiblement, il a une valeur importante. Je ne sais pas s'il est coupable ou pas des cybercrimes dont on l'accuse, bien évidemment. Mais visiblement, Moscou tenait à le récupérer. Le Kremlin avait un atout dans sa manche, c'était Laurent Vinatier. Donc l'échange a pu se faire comme se faisaient les échanges un peu au temps de la guerre froide, au pied de cet avion. Ils ont utilisé le même avion d'ailleurs. Mais ça veut dire que visiblement pour le Kremlin, il fallait envoyer un signal très très fort. Moi je pense en interne, vis-à-vis de ces troupes, notamment de cybercriminels, nous n'abandonnons pas les agents qui travaillent pour nous. Regardez, nous avons ramené cet homme qui est présenté comme un basketteur. Toute dernière question pour vous, maître, avant de vous laisser filer également. À quoi peut ressembler la suite pour Laurent Vinatier? Il a été gracié. Il a été gracié par le président Poutine. Donc il est libre. Il n'y a plus aucune charge retenue contre lui en Russie. Donc à la limite, il pourrait même retourner en Russie. Il est totalement libre de ses mouvements. Et aujourd'hui, il est en France avec ses parents. Je pense qu'il a besoin de passer du temps avec sa famille, avec ses enfants qui l'ont soutenu en permanence, avec son employeur également, la fondation HD, qui l'a soutenu, qui a continué à verser son salaire, qui lui a fait parvenir des livres. L'ambassade de France aussi à Moscou a joué un rôle extrêmement important de soutien envers notre compatriote. Il a pu ainsi avoir un colis qui avait été accepté pour Noël. Donc je crois qu'il a aussi beaucoup d'amis qui l'ont soutenu. Il y a un collectif qui s'est mis en place d'intellectuels, de chercheurs, puisque Laurent Vinatier est un chercheur, qui ont été là, qui ont mis en ligne, même sur un site internet, un certain nombre d'informations le concernant. Et donc je crois qu'il a besoin de se retrouver et d'être avec ses proches. Merci beaucoup. Il a émis le souhait de retourner en Russie un jour? Ça, pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Mais merci. Laurent est un grand amoureux de la Russie. Merci beaucoup, Maître Bello, avocat de Laurent Vinatier, du basketteur également russe qui a été échangé. Merci de nous avoir accordé cette toute première réaction. Je vous remercie. Et merci à vous.